Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 36e numéro du Bistrot d'Allez LOSC, le rendez-vous hebdomadaire des supporters du LOSC, produit par le site Allez LOSC et les dogs du net. Au sommaire cette semaine, nous allons revenir sur le match Lille-Saint-Étienne. Les Lillois ralentissent au vert, puis nous irons nous diriger vers le prochain rendez-vous, la finale du championnat de France, Angers-LOSC, gagné pour éviter la douleur angevine. Pour répondre à ces deux questions, nous avons les piliers de bistrot qui sont présents. On va commencer par celui que vous ne verrez pas, mais que vous entendrez. Julien, des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous ne le verrez pas non plus, mais il est bien présent pour réaliser l'émission et pour reprendre tous vos commentaires que vous pouvez laisser en direct sur le Facebook du groupe Allez le LOSC ou sur le chat du Twitch qui abrite notre émission ce soir. C'est Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Et ils sont visibles, ils sont présents. Georges de Dunkerque. Bonsoir Georges. Bonsoir tout le monde. Le duo des Christophe. Christophe D. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Christophe C, bonsoir. Bonsoir à toutes et à toutes. Et le plus jeune d'entre nous, Baptiste, de la page Breaking Dogs. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Vous la voyez dans un petit rectangle de la page accueil. Elle est présente. On l'accueille avec un immense plaisir vers le prochain rendez-vous. L'ex-voix du LOSC, mais qui est toujours bien présente parmi les supporters. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir François, bonsoir à tous. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ça faisait un petit moment qu'on avait évoqué cette possibilité. Mon emploi du temps, il n'est pas toujours cool. Et là, c'est bien tombé, pile poil. Il s'en avait fallu de peu, à une journée près, et c'était foutu. C'était pas pour cette année. Voilà, mais la coïncidence est quand même extraordinaire parce que il y a 2 ans, jour pour jour, on célébrait ton départ à la retraite. L'expression n'est pas heureuse. En tout cas, on célébrait ton dernier match au stade Pierre-Mauroy. C'était un 18 mai. Et c'était contre Angers. Coïncidence, c'est vraiment extraordinaire. Alors, exactement. J'ai une première question avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est qu'est-ce que tu fais maintenant durant les week-ends, maintenant que tu ne dois plus aller tous les 15 jours au stade? Alors, déjà, ma famille a changé depuis 2 ans puisque je suis devenue une 2e fois grand-mère d'une autre petite fille. Mes fils ne savent faire que des gonzesses. Donc voilà, donc tu imagines bien et vous imaginez bien que le week-end, je me consacre un peu non seulement à mes enfants, mais aussi à mes petites filles. Donc j'ai l'aînée qui est née un soir de Lyon-Lille. Il y aura 4 ans au mois de novembre. C'était une victoire à l'extérieur sous l'ère Bielsa qui restera à jamais gravée dans ma mémoire puisque c'est le jour où est née ma première petite fille. Et puis la seconde est née cet été, Jade. Et donc, voilà, je consacre mon temps à ma famille, à mes petites filles que je peux enfin garder quand les parents ont décidé de sortir un peu. Enfin, en ce moment, avec la Covid, ils sortent pas trop, mais voilà. Soirée, week-end avec les potes, toutes les invitations que tu refuses pendant des années parce que tu es sur le terrain tous les 15 jours. Voilà, et puis la vie, quoi. Je vis, je profite et je regarde toujours les matchs du LOSC à la télé. Alors, la célébration de la naissance de ta première petite fille est un événement, un double événement, parce qu'une victoire à l'extérieur de Bielsa, il n'y a pas eu beaucoup de victoires de Bielsa, et encore moins à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un jour à marquer d'une pierre blanche. C'est vrai, mais c'est pour ça que j'oublierai jamais, je dois dire, cette victoire, parce que c'est le jour où est née Apolline, et je m'en souviendrai toute ma vie. Mon fils avait fait une photo, parce qu'évidemment, je ne sais pas pourquoi, mes fils sont fous du LOSC. Est-ce que ça se transmet de mère en fils ou de père en fils ou fille? Je ne sais pas. Toujours est-il que cette maladie d'Hilocyste est très contagieuse. Et donc, mon fils, lorsque sa petite puce est née à la maternité, il a fait une photo de la petite dans son couffin de maternité, tu sais, et il a mis à côté un stylo du LOSC, tu vois, et il a dit je suis née le jour d'une victoire à Lyon. Et donc voilà, et c'est quelque chose qui m'a marqué et je n'oublierai jamais ça. Alors justement, il y a déjà beaucoup de questions en fait notamment sur le forum d'Allez le LOSC. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est comment est venue cette passion pour le club? Parce que tu étais la voix du LOSC, mais surtout la première supportrice. Comment je suis arrivée là? L'histoire, on en a souvent parlé, je l'ai souvent racontée. Moi, j'ai grandi à Lambersart, donc déjà
à côté de Grémont-Près-Joris. Et en fait, lorsque j'étais jeune, ado, un peu plus jeune que Baptiste, j'avais 2 copains, Pascal et Stéphane Planck, qui jouaient à Lambersart. Et puis un jour, Steph a signé au LOSC, Pascal a signé au LOSC. Donc forcément, quand tu fais partie de la bande de copains, eh ben, putain, merde, ils ont signé au LOSC, on va aller le voir jouer. Première apparition en équipe première ou en équipe réserve, on y va. Et voilà. Et donc, ce club qui était déjà un peu le mien, puisque j'ai grandi à côté de ce club et que je le suivais, et ma maman était une passionnée de sport et de foot en particulier et de Lille. Et donc, voilà, on suivait beaucoup ça toutes les deux à la maison. Et ben là, je me suis pris d'un amour inconditionnel parce qu'une fois que tu as mis les pieds dans ce stade et que tu es dans les tribunes et que tu vois l'équipe évoluer, et moi, Grémont-Près-Joris restera toujours dans mon cœur mon stade fétiche, et ben, comment ne pas aimer ce club? Enfin, voilà, tu vois tes potes avec qui tu as grandi, qui foulent la pelouse magnifique de Grémont-Près, et tu aimes le foot et tu aimes le LOSC en tout particulier. Anne-Sophie, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Allez. Pour les internautes qui nous écoutent, vous pouvez poser les questions en direct. Elles seront relayées à la fin de l'émission. Donc, je vous propose de passer à la première partie du sommaire. Lille-Saint-Etienne, les Lillois ralentissent au vert. Un match qui nous a déçus, mais où finalement le LOSC a réussi l'essentiel, ne pas perdre. Qu'avez-vous pensé de ce match? Comment vous l'avez ressenti? On va commencer par Baptiste. Ouais, donc je pense que c'était un match très dur pour nos dogs. Les stats le montrent d'ailleurs, avec 14 tirs pour le LOSC et seulement 3 cadrés. Le premier à l'heure de jeu de Boubakary Soumaré, et les 2 dans le temps additionnel avec le coup franc d'Yazici avec un super arrêt de Green qui dépose le ballon sur le poteau, et la frappe de Yilmaz arrêtée par la défense alors que Green était battu. Ça laisse un sentiment amer. On grille notre joker bien sûr, mais de toute façon je pense qu'à Angers, peu importe, on aurait dû gagner déjà pour finir cette super saison. Et je pense que se dire dans la tête des Lillois de gagner à Saint-Etienne et de faire un match nul contre Angers, ça n'aurait pas été bénéfique. Donc vraiment avoir vraiment ce stress, je pense, de gagner à Angers ne peut que être bénéfique à nos Lillois, et on espère se voir dimanche à partir de 23h champion. En tout cas, c'est ce qu'on nous souhaite. Julien, comment tu l'as ressenti ce match contre Saint-Etienne? Julien? Oui. J'ai pas bien entendu ta question, excuse-moi. Comment tu as ressenti ce match contre Saint-Etienne? Une déception? Tu l'as vécu comment? Non, si je me rappelle ce que j'avais dit la semaine dernière, j'avais dit que notre seul ennemi, c'était nous-mêmes, face à cette équipe de Saint-Etienne, même si elle allait rien lâcher, parce qu'avec Claude Puel, on pouvait avoir la certitude que cette équipe ne lâcherait rien, et c'est ce qui a été le cas. On était notre propre ennemi. J'avais même parlé de tennis, je me souviens, avec peut-être potentiellement cette peur de gagner, la main qui tremble, tu vois, dans le dernier jeu du dernier set. Et je pense que c'est exactement ce qu'on a vécu. On a senti une équipe telle qu'on l'a vue très rarement, voire pas du tout cette année, avec une forme de fébrilité, une incapacité à mener des actions jusqu'au bout. Il y avait toujours des choses qui n'étaient pas nettes, qui n'étaient pas claires, qui étaient mal faites. Je ne pense pas qu'il n'y avait pas d'envie. Moi, j'ai vu de l'envie, j'ai vu des mecs courir, j'ai vu des mecs bouger. Il n'y avait pas non plus d'arrogance par rapport à Saint-Etienne qu'on aurait sous-estimé, mais il y avait simplement cette peur de gagner. Christophe C, tu as vu le même match? Tu as le même ressenti? C'est plutôt Lille qui a déjoué, Saint-Etienne qui a réussi finalement un match pour contenir le LOSC? Je crois que Saint-Etienne a fait un excellent match, comme on pouvait s'y attendre. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Julien. Ce match-là, on l'a déjà vu. Notamment, moi, ça m'a fait penser au match de l'Ajax, par exemple. Voilà. C'est le retour que j'ai eu ce soir-là. J'ai eu l'impression qu'on était un petit peu mangé par l'événement, comme le soir de l'Ajax ou le match de coupe à Paris, peut-être, avec une nuance un peu... Voilà. Ouais, on a raté à peu près tout ce qu'on a voulu faire. On a raté la mise en place du match, en tout cas. On a réussi à récupérer un petit peu. Je pense qu'on s'est fait peur tout de suite. Et la crainte s'est installée dans les têtes. Et on s'est dit peut-être, voilà, il peut nous arriver une bêtise derrière. Il peut se passer quelque chose. Saint-Etienne a fait une très très bonne entame. Et je pense que ça nous a mis un petit peu le trouillemètre à zéro. Je pense que, voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas, dimanche soir.
Anne-Sophie, je ne vais pas te faire passer en dernier, parce que sinon tu Ouais, risques. Je risque de ne plus rien avoir à dire, vous aurez tout dit. Voilà. Comment tu l'as vécu ce match en direct? Est-ce que tu as été déçu? Tu as la même analyse qu'on entend tout à l'heure? En fait, oui, moi, François, je reprends un petit peu de tout ce qui a déjà été dit. Personnellement, il y a un peu de frustration, évidemment, parce que on espérait les 3 points. Maintenant, à la fin du match, moi, j'étais pas abattue, puisque toute la saison, on a été meilleur à l'extérieur qu'à la maison, je dirais. Donc, ça me perturbe pas trop. Et puis, il faut pas oublier qu'on n'a pas perdu, que c'est un match nul, donc c'est quand même un point de prix. Autre chose, moi, qui compte beaucoup, c'est le nouveau clean sheet de Mike Maignan, parce que j'aimerais bien qu'il passe au 22e dimanche soir. Et je me dis que voilà, enfin, ces joueurs, ils ont fait une saison extraordinaire. Ils ont eu des hauts, des bas. Il y a eu des matchs où nous, supporters, on était peut-être un peu moins contents du résultat. On faisait un peu la tronche. Mais je me dis, ils ont fait tout ça dans un stade quasiment toujours vide, hein, parce que je crois qu'il n'y a eu que 3 rencontres, toutes compétitions confondues, où il y a pu y avoir un tout petit peu de monde dans le stade. Donc on le sait, et pour les joueurs du LOSC et pour tous les joueurs de foot en règle générale, jouer sans son public, c'est dur, parce que quand tu vas pas bien, le public est là pour te soutenir, et parfois tu arrives à l'épuiser, la force que t'envoient les supporters pour justement faire d'un 0-0 un 1-0 avant la fin du match. Donc je me dis, allez, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils ont fait cette saison pour baisser les bras dimanche prochain. Alors même à Angers, ce ne sera pas facile. Voilà, mais moi, je suis assez confiante. Christophe a dit dans une conférence de presse il n'y a pas très longtemps qu'un dog ne va pas lâcher son os. On a vu les déclarations de Burak. Bien évidemment que les joueurs, ils ne vont pas dimanche prochain baisser les bras, lâcher leur os, et si jamais ils perdent, se dire bon bah tant pis, voilà. Ils savent, ils peuvent être premiers, et ils vont tout faire pour l'être. Donc voilà, moi j'ai vraiment confiance en eux. Puis le match de dimanche, on a senti la pression. Sincèrement, je les ai pas toujours un peu reconnus. Évidemment, on joue tous à la même heure, mais il ne faut pas nous prendre pour des idiots non plus. Je pense que non seulement le staff, mais sur le terrain, ça doit être relayé ce qui se passe sur les autres terrains. Donc, ils savaient que Paris menait. Il fallait surtout pas encaisser un but, il fallait surtout pas perdre. Voilà, ils ont préservé le résultat. En deuxième mi-temps, ça a été mieux. On a vibré un peu. Moi, j'attends dimanche prochain et je reste très confiante. Et je me dis, voilà, ce match, c'est comme ça. Coach Puel, évidemment, hein, on savait tous, hein, et vous l'avez dit, qu'il ne venait pas à la maison pour cueillir des pâquerettes ou compter fleurettes. Donc voilà, il fallait s'attendre à ça, à un match plein de cette équipe stéphanoise qui se serait sauvée bien longtemps avant, si toutefois ils avaient joué comme ça avant. Christophe D, tu veux rajouter quelque chose sur ton analyse du match dans les grandes lignes? Moi, j'étais à l'avant-match. Les 1h30 pour voir un bus faire 15 mètres, c'était sympa. C'était vraiment l'ambiance, il était là, il y avait vraiment une belle ambiance. Et quand on sort du truc, là, je dis aux gens, maintenant, il faut gagner le match. Et tout le monde me regardait en disant, mais t'es con, quoi. On va gagner le match. Mais je dis, non, j'ai croisé les stars du Chagnon, les tontons et compagnie. J'aurais dit, on va gagner ce match. Bon, non, c'est bon, on va le gagner. Mais je dis, non, c'est pas gagné. Et quand j'ai vu le début de match, je me suis dit, c'est bien pourri comme début de match. Les 20 premières minutes, on s'est retrouvé au LOSC des années 85. Hein. C'était vraiment. Je fais des passes à 12 mètres. Désolé, ça en touche. Non, mais c'était vraiment triste. Hein. Et je me suis dit, oh là là, ils ont les pétoches. Et c'est vrai que je suis content qu'on s'en sorte à 0-0. Que voilà, c'est pas si mal que ça, quoi. C'est pas si mal que ça. Parce que franchement, on n'a pas été terrible, et j'espère bien qu'on sera à la hauteur dimanche prochain. Alors, on dit souvent, quand on ne sait pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. C'est ce qu'a fait Lille, c'est ce qu'ils ne vont surtout pas faire dimanche prochain, parce que là, il faudra vraiment le gagner. Georges, ton analyse de ce match? C'est un match à la symétrie un petit peu étrange, parce qu'il y a eu 20 premières minutes vraiment dominées par Saint-Etienne. On sentait les Lillois extrêmement crispés. Je pense qu'à partir de là, il y avait quand même le numéro d'équilibriste à faire, parce que il y avait surtout besoin de ce match de ne pas le perdre, parce qu'une défaite avait des effets ravageurs. Enfin, je veux dire, c'était quasiment foutu pour le titre, une défaite. Donc,
Il y a eu une espèce de réajustement qui a été en effet la partie du match, notamment en fin de première mi-temps, relativement ennuyeuse. Puis je trouve qu'ils ont pris du poil de la bête, mais il n'y a pas eu l'investissement global. Je pense que le but, c'était en effet d'essayer d'accrocher la victoire. Je pense aussi, Baptiste a évoqué les occasions. Il y en a une d'Araujo aussi, suite à une combinaison qui est pas mal faite, qui aurait pu aller au fond. Et sur la fin de match, finalement, il remaîtrise le sujet, ce qui est extrêmement rassurant dans la perspective de ce qui va se passer à Angers. Mais je pense que moi, j'ai vu une équipe qui, après les 20 premières minutes, forcément, et c'était dans la nature des choses, s'est mis à calculer un petit peu et s'est dit que contre une équipe de Saint-Étienne comme celle-là, on n'était pas à l'abri de s'en manger un et que plus que de marquer, je pense que l'important était de ne pas encaisser. Donc je pense que l'enjeu a un peu dépassé le jeu, quoi. C'est peut-être ce qui explique aussi. Alors évidemment, les 20 premières minutes, Christophe faisait le lien avec l'Ajax. C'était un peu ça jouait très crispé. On sent que, notamment, je pense que les latéraux offensifs, on viendra après sur les joueurs, mais c'était pas vraiment ça. Ça combinait mal. Christophe l'a dit aussi, les enchaînements étaient pas terribles. Mais je pense que ça se joue beaucoup à ça aussi, quoi. On avait un joker. Je pense que les joueurs c'est le moment ou jamais de le griller, quoi. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je crois m'apercevoir qu'il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, en fin de compte, tout ce qui a été dit réellement, ce que vous avez dit réellement, ça a été retrouvé sur les réseaux sociaux. C'est la peur au ventre, la peur de gagner, la peur d'être champion si Paris avait loupé son match, tout ça. Est-ce qu'il y a une pression comme à l'Ajax aussi? Je sais pas, c'est vrai que pour beaucoup de joueurs à Lille, c'est tout nouveau ça. Ils n'ont pas été formatés pour être champions cette année, en tout cas. Donc, mais ça a bien marché. Mais non, il faut aller jusqu'au bout. Et après, c'est peut-être Canal+ qui a dit à Christophe Galtier, bon, essaye de faire match nul pour que la dernière journée, voilà, qu'il y ait une suspense, c'est pour faire ça un taux d'audience pas possible. Mais non, mais c'est vrai que, allez, je pense que si on fait pas l'imbécile, je pense que ça devrait aller. Mais après, il faut se méfier quand même d'Angers, parce qu'Angers, ça a quand même été une équipe qu'on n'a pas gagné au match aller. Donc, faut faire attention. C'est pas encore fait, mais il faut faire attention. On reviendra sur Angers dans la présentation de l'avant-match tout à l'heure. Donc, des remarques en particulier, donc pas d'autres remarques? Non, après, c'est vrai que en gros, c'est les blocs bonnes, sont pas tazotés. C'est vrai qu'ils ont peut-être, en deuxième mi-temps, ils ont peut-être plus joué à l'arrière, mais c'est vrai qu'ils nous ont un peu asphyxiés au milieu de terrain, on va dire. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'analyse du match, c'est vos tops et vos flops. Alors, vous avez le droit, pour Anne-Sophie, entre 1 à 3 tops, le moins possible de flops, et surtout les joueurs en fait qui vous ont marqué, que ce soit à Lille ou voire même à Saint-Étienne. Alors on va commencer par les Christophe D. On va commencer par toi. Voilà, alors les tops à Lille, je mettrais surtout l'accent sur les entrants parce que je trouve que Renato fait une belle entrée, que Yazici fait une belle entrée aussi. Je trouve que c'est deux belles entrées. Maignan, toujours présent, parce que quand même, heureusement qu'il est là, il est sûr, et ça fait. On ne peut pas être champion sans un très bon gardien, et donc là, au moins ça, on l'a. Et ensuite, dans les flops, je mettrais un gros flop à André. Je trouve qu'André, il rate complètement son match, mais vraiment du début à la fin, même jusqu'au moment qu'il sort, il ne fait pas grand-chose de bien, quoi. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais il n'a vraiment pas été bon du tout. Et principalement, après le reste, c'était moyennasse à beaucoup d'endroits, mais voilà. Et à Saint-Étienne, j'ai pas retenu le nom en fait du milieu gauche, mais il était pas mal. Lui, c'est un petit jeune, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Pépi, comment il s'appelle, je sais plus. J'ai pas retenu le nom, un grand frisé là. Ah, il était vraiment bien, c'est vraiment bien, et bien dangereux, il était bien percutant. Et puis, Kazri, que j'aime pas du tout, alors quand je l'ai vu sortir, j'étais content. Au moins, il n'y aurait pas eu de pénalty pendant le match. Parce que lui, c'est vraiment pénible. Il est mort 3 fois pendant les 20 minutes, quand même, Kazri. Hein. Il est quand même mort. Et ça, c'est quand même un miracle, parce qu'il a quand même ressuscité à chaque fois. Sans les micros, on entend. Hein. Il y a un tac à 15 mètres de lui. Ah non, mais arrête. Soit t'as pied joint dessus, au moins, une fois pour toutes, il mourra, et puis on n'en parlera plus. Quoi. Mais il est insupportable. Insupportable. Christophe, c'est les joueurs que tu veux mettre en avant. Je voudrais mettre les deux gardiens parce que finalement ils n'ont pas énormément de travail et tous les deux font des arrêts extraordinaires, donc c'est pas des matchs faciles pour eux.
Donc voilà, les deux gardiens. Alors, et puis je vais être unanime avec Christophe, hein, on va faire ça bien. Avec Kazri, forcément, on aime à le détester, il fait ça parfaitement bien. Je crois que c'est un joueur qu'on aimerait bien avoir dans son équipe quand même, parce qu'il ramène quelques points. Voilà. Et puis après, dans les flops lillois, André, c'est vrai que pour une fois, on peut le dire. En général, on lui met des louanges. On était même un peu déçus tout à l'heure quand Baptiste nous dit qu'il n'était pas dans la liste hein, de Deschamps. Et il y en a un deuxième aussi pour sa déclaration d'après-match. Voilà, Fonté, j'ai pas aimé sa déclaration. Alors, je pense que c'est plus de la frustration qu'autre chose. Frustration de ne pas avoir gagné. Et puis voilà, d'aller dire que les Saint-Etienne n'avaient pas joué comme ça de la saison. Voilà, je trouve que c'était pas le moment de faire. Quoi. Il aurait mieux fait de se concentrer sur notre équipe et pas sur Saint-Etienne au micro de Canal. Julien, ta sélection? La même que Christophe, un vrai satisfecit pour les entrants. On a vu une vraie différence quand les remplaçants sont rentrés. J'ai presque envie de dire que ça n'était plus la même partie. Donc Sanchez évidemment, Youssouf aussi. Et puis peut-être Botman que j'ai trouvé solide. On a quand même été malmené, on a été beaucoup bougé. Et pour moi, le gars derrière qui a vraiment tenu la baraque défensivement, qui a coupé beaucoup de trajectoires, qui était excessivement bien placé. Et quand on voit son âge, je trouve ça incroyable d'avoir une telle science du jeu si jeune, c'est Botman. Donc un vrai coup de cœur pour Botman sur ce match-là. Le match de Botman est bien illustré par le tacle à l'envers qu'il fait à un moment sur un centre stéphanois dans la surface de réparation. C'est vrai que ça illustre bien la confiance qu'il a et son sens du placement que tu évoquais à l'instant. Baptiste, ta sélection? Alors moi, je pense que tout a été dit. Pour moi, le top, c'est plus Botman, qui était très 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 bon. En tout cas, plus fort que ses compères en défense, enfin son compère, que José Fonte. En flop, je mettrais Benjamin André. C'est la première fois, je pense, qu'on est un peu unanime sur le fait que Benjamin André est un flop, que d'habitude on met en top. Il a confondu vitesse et précipitation, je pense, dans quelques actions. Et en top du côté de Saint-Etienne, j'ai placé Etienne Green juste pour son arrêt sur Ziche qui permet à Saint-Etienne de gagner un point, enfin d'avoir un point, et surtout à Lille de ne pas en gagner deux. Donc juste pour ça, je pense qu'il mérite d'être dans ce top. Georges, je crois qu'il te reste à intervenir sur le sujet. On va rester sur Botman, mais c'est vrai que ce geste défensif quasi surréaliste, il est incroyable, fort de maturité. Et ce qui est magnifique au niveau de la charnière centrale, c'est qu'il y en a toujours un pour rattraper l'autre. Fonte était dans un jeu un peu moins, sans avoir été particulièrement mauvais, mais c'est vrai que là, Botman a été étincelant. Moi, j'y ajouterais un petit peu dans son rythme habituel Soumaré, justement. C'est vrai qu'André n'a pas été fameux, Soumaré a fait le boulot. Par contre, au niveau des flops, outre André, il y en a un qui n'a pas été évoqué, mais si vous avez évoqué justement le coaching qui a changé les choses, c'est aussi que les présences sur le terrain n'étaient pas particulièrement top. Et là, je pense à Bamba qui a à peu près foiré tout ce qu'il a entrepris sur le temps où il était sur le terrain. C'est con parce qu'on le retrouvait nettement mieux depuis quelques matchs, et là, on a retrouvé du Bamba dans ce qu'il sait faire de pire, quoi. Et niveau stéphanois, les tops, je pense au petit Camara, qui est défensif, et évidemment, vous l'avez évoqué, le bien nommé Etienne Green. C'était une évidence de le faire jouer avec un nom pareil à Saint-Etienne, mais qui clairement sauve la balle de match, quoi. Je pense que d'ailleurs le ballon sur le poteau de Yazici à vitesse réelle, on ne voit quasiment pas la toucher, et on voit qu'il y a un réflexe qui est somptueux, quoi. Je veux dire, c'est lui qui nous oblige vraiment, je pense, à devoir aller gagner à Angers. Alors, Anne-Sophie, je vais te demander de te prêter au même exercice, même si mon petit doigt me dit que je crois deviner ton top du côté des Verts. C'est vrai? Ah bon? Moi, je vois pas.
Bah moi, c'est Mathieu, évidemment, parce que Matt a fait un très bon match. Alors, je savais, hein, on connaît tous ses qualités. Il avait les mêmes lorsqu'il était chez nous. Il allait rien lâcher. À plus forte raison, pendant la rencontre, t'entends les commentateurs qui disent il n'est pas assuré de rester à Saint-Étienne la saison prochaine. Donc, tu te dis, il faut qu'il soit bon sur le terrain, mon petit loulou, hein, pour qu'un club s'intéresse à ses performances. Bon, après, côté Saint-Étienne, mon autre top, c'est aussi le coach, parce que Claude Puel fait partie des entraîneurs qui ont marqué l'histoire de notre club parce que c'était un formateur et parce qu'il mettait beaucoup de jeunes, et il continue à le faire aujourd'hui avec Saint-Étienne. Je recherche le petit nom tout à l'heure que tu évoquais, Georges D. Voilà. Non, Christophe D. Christophe D. Georges est là et j'ai Christophe C au milieu avec le drapeau du Canada. Et donc je recherche, je me demande, il n'y a pas un joueur qui s'appelle Penny ou un nom comme ça? Je sais plus, franchement, je sais. J'ai la liste des joueurs devant moi, il n'y a pas de nom qui se rapproche de ça. Un nom de joueur qui est rentré. Enfin bref, voilà. Donc Charles ça... Abi, peut-être. Abi, oui. peut-être. Charles Abi. Voilà. Mais c'est celui qui est sorti, qui a joué un quart d'heure et qui est sorti après sur blessure. Ah non, alors c'est pas lui. Qui Bon, est enfin laissé bref, sur c'est pas l'équipe grave. Alice. C'est pas grave. Après, côté Lillois, évidemment, moi, c'est Mike Maignan, voilà, et parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup et que, quand tu regardes le nombre de buts encaissés cette saison, alors certes, il y a une défense, hein, mais quand elle est passée, le gardien, il est un peu tout seul dans ses cages et il faut vraiment qu'il soit brillant à tout moment. Donc voilà. Et puis le petit Botman, hein, parce que ça fait des mois que moi, j'en parle avec mon mari qui me dit c'est un excellent joueur et je suis contente de voir sur une prestation comme celle de dimanche soir, qu'il montre à tout le monde les qualités qu'il a. C'est un futur grand, à mon avis, ce garçon. Futur grand joueur qui n'est pas malheureusement sélectionné par les Pays-Bas pour le championnat d'Europe. Il reste sélectionné pour les espoirs, mais qui est effectivement promis à une grande carrière. Arnaud, est-ce que tu veux conclure sur le sujet de ce match contre Saint-Etienne? Et est-ce qu'il y a des avis des internautes? Oui, alors il y a Loskier qui est sur Twitch qui dit que dans les tops, Bodman, et dans les flops, les autres. Bon, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, ouais. Sinon, il y a le KH qui dit dans les tops, Maignan, Botman, Renato et Yazice. C'est vrai que les entrants ont été pas mauvais. C'est vrai que ça a changé carrément la physionomie du match et qu'ils sont rentrés. Ça a un peu accéléré parce que c'est vrai qu'au début du match, c'était vraiment très très mou. Hein. Il n'y avait pas d'action, il n'y a rien du tout. Mais c'est vrai que, comme disait Anne-Sophie aussi, en face, on a quand même Claude Puel. Claude Puel, c'est quand même quelqu'un qui aime bien les jeunes, faire rentrer des jeunes aussi. Donc il a mis, il y a quelques temps, il a mis Green dans les buts. Depuis ce temps-là, Saint-Etienne s'en sort bien. Et c'est vrai qu'on peut le mettre aussi en top aussi ce jour-ci. Et c'est vrai que Debuchy, malgré son âge, il y va de bon cœur hein, aussi. Hein, donc il n'y a pas de problème. Hein, c'est le Bourak stéphanois, on va dire. Hein. Bon, il marque pas de but, mais il y va quand même encore. Hein, donc c'est bien. Voilà, on a fait le tour de ce dernier match. Donc, contre je te coupe, mais toi, tu dis pas tes tops et tes flops à toi? Alors, jamais. Ça fait 1 an que j'arrive à échapper à cette question. Et il faut qu'Anne-Sophie arrive au bistrot pour me la poser. Alors, mes tops et mes flops. Alors, moi, je vais noter effectivement les joueurs qu'on a vus, qu'on a évoqués. Je vais m'attarder sur Renato Sanchez. Parce que depuis quelques semaines, on parlait de lui. On disait c'est peut-être le facteur X de cette fin de saison. Il a été gêné par des blessures. Mais par contre, ce sera peut-être le facteur X du prochain match, on en parlera tout à l'heure, et il revient en forme. En tout cas, il a fait une très belle prestation contre Saint-Etienne qui augure finalement d'une suite qui pourrait être favorable. On ne l'a pas évoqué dans les tops et les flops. Je vais reparler aussi de Burak Yılmaz. Il n'a pas été exceptionnel sur le terrain parce qu'il n'avait pas beaucoup de ballons, surtout ça, mais on l'a entendu dans sa déclaration dans les couloirs à l'après-match qu'il était visiblement sacrément motivé par l'obtention du titre. Alors, je ne sais pas si on sera champion, je ne sais pas si c'est notre destin, comme je le dis souvent, mais en tout cas, Burak l'a décidé et il va falloir que les Parisiens viennent chercher le titre en étant parfaits. Donc, ça rend plutôt confiant. Et à Saint-Etienne, j'ai bien aimé effectivement Mathieu Debuchy, mais là aussi, je crois il partait déjà avec une cote très nettement supérieure aux autres. Et j'ai bien aimé le match globalement de leur milieu de terrain qui ont réussi à nous asphyxier. Et effectivement, le gardien de but qui a eu le geste qu'il fallait
au moment où il fallait et qui a finalement décidé du sort du match, même si je crois qu'une victoire ne changeait pas grand-chose parce qu'à mon sens, il aurait fallu de toute façon gagner à Angers, en tout cas viser la victoire à Angers parce que Lille ne sait pas viser un match nul dans un match. Voilà, j'ai répondu pour la première fois de la saison. Tu vois, tu t'améliores. Nous sommes tous là pour progresser. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Donc, nous sommes toujours en présence d'Anne-Sophie Roquette, qui est notre invitée ce soir. Nous avons les piliers du bistrot, Julien, que vous ne voyez pas, Christophe D, Christophe C, Baptiste, Georges et Arnaud. Deuxième partie d'émission, nous allons nous projeter sur le prochain match, la finale du championnat. Angers-LOSC, gagné pour éviter la douleur angevine. Un match capital. Dans quel état êtes-vous? On va commencer par Julien. Julien, dans quel état tu es à quelques jours de ce match? Dans quel état je suis? Écoute, je suis content de travailler parce que si je ne travaillais pas, je pense que je ne respirerais plus. Cette fin de saison est parfaitement invivable. Heureusement qu'en étant doc de Paris, on est obligé de suivre un peu tout ça à distance. Heureusement qu'on voit toutes ces vidéos formidables. Christophe en a parlé tout à l'heure et il a partagé avec nous des images sur le parvis dimanche et ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous ces supporters derrière le club parce que moi j'aurais vraiment aimé y être et je peux te dire que si je vivais encore à Lille, évidemment j'aurais été parmi les gens qui chantaient et qui motivaient les joueurs. Donc c'est irrespirable, c'est terrible. On est dans une phase où le PSG gagne tout, écrase le championnat depuis plus de 10 ans. Donc j'ai presque le sentiment que si on était champion, ce serait encore plus dur que ce qui a été réalisé lors de l'année du doublé, où on a peut-être connu une période un peu plus creuse finalement à cette époque-là. Donc écoute, je pense que comme tous les Lillois, j'attends cette victoire contre Angers et j'attends ce titre tant mérité, parce que je pense vraiment que les gars le méritent. Ils ont fait une saison exceptionnelle. Christophe C, comment tu le vois ce match? Est-ce que tu crains l'équipe d'Angers? Ouais. Mais c'est plus que craindre. Même je crains surtout le match par lui-même. Et voilà, on a déjà été tendu lors du derby, on l'a été dimanche soir. C'est un enfer cette fin de saison. C'est un 12 enfer, mais on aime tellement vivre des matchs comme ça que voilà. Et en plus, je vais vous dire un petit secret. Je rentrais d'Angers dimanche, où j'ai passé un petit week-end prolongé, parce qu'on a de la famille à quelques kilomètres là-bas. Donc, on a parlé de la fin de championnat, forcément, avec tout l'environnement. Tout le monde ne parle que de Lille à Angers, je tiens à vous le préciser. Tout le monde ne parle que de Lille. Paris Saint-Germain, ils s'en foutent royal. Merci Angers. Alors j'espère qu'ils joueront le jeu et puis qu'ils nous donneront un bel échange de foot, quoi. Voilà. En plus là, ils viennent de désigner un nouvel entraîneur, Baticle visiblement, donc voilà, qui va devenir numéro 1 comme Galtier. Et puis voilà, j'espère juste que ça se passera bien. Un petit but d'entrée, s'il vous plaît, pour qu'on puisse respirer et pas faire le match complètement en apnée, s'il vous plaît. Alors, quand on écoute ou quand on lit les réseaux sociaux, on s'aperçoit que l'optimisme est aux supporters lillois. Christophe D, tu évoquais tout à l'heure les réactions des supporters sur le parvis du stade Pierre-Mauroy. Tout le monde voit Lille remporter le match contre Angers. Pas si facile que ça. Comment tu vois cette équipe d'Angers, justement, qui n'a plus rien à jouer, mais qui est dans un contexte où ce sera le dernier match de son entraîneur, Stéphane Moulin. Est-ce que la motivation sera suffisante pour faire face au bloc lillois? Moi, je me méfie énormément d'Angers parce qu'ils ont des vraiment bons joueurs. Ça fait 2 mois qu'ils font des matchs pas terribles. Et là, ils commencent à refaire des matchs un peu plus potables. Je me méfie parce que ces joueurs-là, il y a vraiment des bons joueurs dans toutes les lignes. Après bon, voilà, faut se méfier. Maintenant, il faut s'imposer, quoi. Il faut faire un match, mettre la pression et puis faire voir que de toute façon, on est venu là pour gagner. C'est pas la peine qu'ils continuent à essayer de jouer. De toute façon, on va gagner le match. Tu vois. Ça va vraiment jouer dans les têtes, ce match-là. Et il faut vraiment pas démarrer comme on a jamais démarré contre Saint-Etienne. Il faut démarrer comme on a démarré contre Nice. On les prend à la gorge
Ou contre Lens, c'est pas mal non plus. On met un joueur dans la surface et puis il y a un mec qui va faire un truc, une planchette verticale, horizontale. Là, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne tactique, mais ça marche pas à chaque fois non plus. Non, il faut vraiment qu'on mette la pression, qu'on leur fasse comprendre que on va gagner et que c'est bien pour tout le monde, quoi. Et franchement, ça va être de la tension. Moi, je crois que ça va être compliqué encore une fois. Baptiste, toi qui aimes les statistiques, Angers est une équipe qui a énormément déçu sur la deuxième partie du championnat. Je crois qu'ils ont pris 14 points alors qu'ils en avaient pris 30 dans la première partie. Et oui, je sais, j'ai travaillé les stats, hein, c'est pas toutes les semaines comme ça. C'est une équipe qui doit sauver l'honneur, qui doit célébrer le départ de Stéphane Moulin, qui a peut-être pour objectif de gagner 1 ou 2 places pour essayer de grappiller des récompenses financières supplémentaires. Est-ce que tu crois que ça suffira pour justement jouer à la costaud devant Lille? Quand on regarde les forums de supporters angevins, ils sont plutôt partagés. Alors, tu l'as dit, François, ce sera, je pense, déjà pour parler du match, je pense vraiment pas qu'on aurait une victoire d'Angers, je pense, au vu de leur attaquant, leur Loïs Diony, qui est pas trop en forme, je pense en la personne de Boken et Saïd Ayoub, qui ont plus le physique de garde du corps que de footballeur. En tout cas, moi j'aimerais juste rajouter un tout petit point là-dessus, c'est pour parler de notre saison. Parce que avant, si on nous avait dit, entre guillemets, en début de saison qu'on allait être deuxième, je pense que tout le monde aurait été heureux comme tout. Et là maintenant, on serait dégoûté. Et c'est incroyable la saison qu'on vit actuellement. Je suis impatient de voir ce match, mais je pense qu'on ne va pas le perdre, tout simplement parce qu'on est à l'extérieur. À l'extérieur, on ne perd pas. Et surtout, Bourak a dit qu'on serait champion. Et si Bourak dit, Bourak fait, et ça se passera sur le terrain. Et j'aimerais juste rajouter une dernière information concernant José Fonte. Donc on sait que le LOSC a décidé de faire appel. De faire appel, exactement, merci, auprès du CNOSF pour la suspension, étant donné que lors du match PSG-LOSC, l'arbitre Benoît Bastien a oublié dans son rapport de noter le carton jaune pour José Fonte. Donc, entre guillemets, on pourra avoir José Fonte pour le match d'Angers, normalement. Donc, pour ce match, on verra les suites. Pour une fois qu'une connerie de Bastien peut nous servir. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On l'a tellement critiqué, franchement. C'est bien qu'il nous le rende avec cet oubli de carton. Merci à lui. Cette minute sourire. Et puis on est tous d'accord avec les arbitres, il faut qu'ils respectent la rigueur des textes et des. Donc si c'est pas respecté, il faut absolument dénoncer ça devant les instances. Bon, surtout n'enregistrez pas cette phrase, je ne la répéterai pas chaque semaine. Georges, comment tu vois ce match? Est-ce que tu ne crains pas que finalement ce que les Lillois ont subi durant la première partie du match contre Saint-Etienne risque de se représenter contre Angers? Alors non, parce que finalement, il y a un argument que j'ai entendu et qui, pour moi, peut nous être vraiment profitable, c'est entendre dire, voilà, c'est le dernier match de Moulin et sur le banc d'Angers, et de ce fait, ces joueurs vont essayer de tirer quelque chose. Ça veut dire quand même que globalement, j'espère quand même que pour des adieux, ils vont pas se lancer dans le challenge Léon Bol, c'est-à-dire celui du plus beau bus. Au contraire, ils vont essayer de faire du jeu, je suppose, et ça ne peut être qu'intéressant. Parce que, pareil, Lille, de son côté, justement, autant contre Saint-Etienne, il y avait l'idée de ne pas perdre le match, là, il n'y a plus le choix, il faut le gagner. Donc, ce sera un match sans calcul, ce sera un match peut-être sans logique, ça peut donner un match extrêmement intéressant, ce sera plus un match de football qu'une partie d'échecs. Et pour finir, je voudrais un peu paraphraser ce que disait Gary Lineker, quoi. Le football, ça se joue à 11 contre 11, et à la fin, c'est Bourak qui est champion. Voilà, alors, pour se battre contre un moulin, est-ce que Bourak pourra mettre son costume de Don Quichotte? On le saura dimanche. Anne-Sophie, comment tu le vois ce match? Moi, je veux le voir comme vous venez de le décrire. Non, sérieusement, moi, j'ai pas les mêmes analyses que vous. Moi, je le vois indépendamment de l'adversaire. C'est-à-dire que je me dis, les mecs, ils vont y aller avec, je dirais, le fusil entre les dents. Et là, ils savent qu'il faut que ce soit eux qui transpercent les filets et pas les autres. Point. Donc, ils vont tout faire pour y arriver parce que, comme le disait Baptiste, en début de saison, si on nous avait dit on
sera deuxième cette année, on aurait dit waouh, putain, non mais c'est pas croyable, c'est super, c'est génial. Et aujourd'hui, on en arrive à se dire oh bah merde, si on est second, c'est quand même. Vous pensez pas que les joueurs c'est la même chose, voire même pire que nous. Et je pense qu'on peut faire confiance à Christophe Galtier pour trouver les mots, à des mecs comme Burak, comme José, etc. pour motiver les troupes, même s'ils ne sont pas formatés pour être champions, comme tu disais. Je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure. C'est toi, Baptiste, qui disait ou Christophe qui parlait tout à l'heure qu'aujourd'hui dans l'équipe, il y en avait qui n'étaient pas formatés pour être champion. Qui est formaté? Ah, c'est toi, Arnaud. Qui est formaté pour être champion à part le Paris Saint-Germain? Je dirais, il n'y a aucun club qui est formaté pour être champion. Si aujourd'hui le LOSC est devant, il doit le rester, point. Si les joueurs le veulent, ils le resteront. Je veux dire, voilà, quitte à marcher sur l'adversaire pour aller mettre un ballon au fond du filet, il faudra y aller. Arnaud, c'est maintenant l'heure de conclure sur ce sujet en particulier. Est-ce qu'il tu as des remarques? Est-ce qu'il y a des remarques des internautes? Alors déjà de mon côté, si Pompot passe sur le direct, qu'ils amènent un bon carton à Christophe Galtier, je pense que ça va y aller. Parce que le stress va être terrible, je crois. Derrière. Sinon, c'est vrai que au niveau des... Ah oui, j'ai un bon petit truc, c'est Patrice qui dit si on n'est pas champion dimanche, c'est nous qui l'aurons perdu ce championnat et sûrement pas Paris qui l'aura gagné. Exactement. Ouais. Bonne réponse. Et sinon, Boris, tu dois connaître Anne-Sophie, c'est l'ancien webmaster du LOSC. Ce soir. Voilà aussi, qui dit Angers est contre tous aussi. Ça va être pas mal aussi. Mais après, je pense que le match contre Angers, ça va être terrible si on le perd déjà d'une part. Et je pense que, comme tous les autres l'ont déjà dit aussi, il faut absolument marquer assez rapidement pour décompresser et avoir un peu la tête plus légère, on va dire, parce que si on joue contre Saint-Etienne, je pense que ça va être terrible. Dans la tête, ça va trotter, mais après il faut savoir aussi une chose, c'est que Brest, qui joue contre le PSG, n'est pas encore sauvé. Il y a quand même 5 équipes qui peuvent être barragistes. Vous imaginez le truc de fou? Paris perd la Coupe de France cette semaine et perd contre Brest dimanche prochain. Ah, yes! Incroyable, je signe. C'est vrai que une saison blanche, ça fait, ce serait énorme, hein. Pour le PSG, ce serait énorme. Ouais. Bon, mais ça serait bien, ça montrait qu'il n'y a pas que le pognon dans la vie pour avoir des titres. Ah bah oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois pas trop. Qui perd la Coupe de France, à la limite, pourquoi pas. Qui perd contre Brest, je suis quand même assez... Un match nul, ça va aussi. On a perdu contre Brest, hein. On a perdu contre Brest. S'il y a du vent. Voilà. Avant 140, je veux dire, c'est foutu. Ils ne peuvent plus jouer en l'air déjà. Puis les joueurs brestois vont vouloir essayer de sauver leur peau. Je veux dire, voilà. Ah, c'est ça, hein, parce que Brest n'est pas sauvé. Il y a quand même 5 équipes qui peuvent être barragistes, dont Brest. Angers, pour ça, ils sont sauvés. Ça peut être un facteur clé aussi. Hein. Après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes qui disent que ce sera une finale qui se joue. Il faudra pas la perdre non plus. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment il faudra avoir un mental et un bon cardio dimanche. Ouais, donc espérons finalement que les malheurs du début de match contre Saint-Etienne soient profitables et qu'ils sachent en tirer les justes conclusions pour être performants dès le début. Dernier tour de table sur ce sujet, c'est la traditionnelle série des pronostics. Donc pronostics pour le match à Angers. Bon, Anne-Sophie, je vais te poser la question en premier. Ah bah moi je vais dire 3-0 pour Lille. Ça commence fort, Baptiste. Je vais être un peu plus optimiste, je vais dire 5-0 pour Lille, parce que je m'amènerai d'un beau match. Et d'ailleurs, il y a 2 ans. C'est ça, et d'ailleurs, Anne-Sophie, Monaco qui gagne contre Paris et Brest qui gagne contre Paris, la cote est à 47. Je vais mettre un petit billet là-dessus. On va pouvoir jouer. Ça. Alors, j'ai 5-0 à ma gauche, j'ai 3-0 à ma droite. Qui dit mieux? Christophe D. Moi, je dis 2-0. Je veux pas prendre de but parce qu'après, c'est le stress, mais 2-0, ça me suffit. Même 1-0, ça me suffit en vrai, mais... Non, 2. 1, c'est trop juste. 2, t'as raison. Ouais. 2 non, 1, c'est l'horreur. Jusqu'à la fin du temps réglementaire. Non, tu vis pas. Donc, non, 2. Même 2-0 à Tidon était stressant avec le but à la fin. Christophe C. Pareil, 2-0. Le rêve, 2-0 en première mi-temps. Ouais. Allez. Et 3 autres en seconde mi-temps pour rejoindre le score de Baptiste. Julien, est-ce que tu es aussi optimiste que nous?
Complètement 3-0 parce que après un match difficile à la maison, on a toujours connu des matchs maîtrisés, des grosses victoires, plus que le fait de leur rentrer dedans à tout prix, d'être à fond. Je pense surtout qu'il faut qu'on ait une forme de sérénité et de confiance en nous. Il faut qu'ils aient confiance avec tout ce qu'ils ont réalisé cette année. Tous les matchs où c'était mal emmanché, où on gagne quand même, ils doivent avoir énormément de confiance face à une équipe comme Angers. Et je pense qu'en effet, si on marque vite, ce qu'on souhaite tous, on l'a tous dit, je pense que derrière, on va dérouler, qu'on va gagner 3-0. Donc c'est un vrai... Enfin, j'y crois vraiment quand je dis 3-0. C'est bien. Moi, vous savez que je suis très mauvais pronostiqueur. D'habitude, je ne le fais pas, mais comme je sais qu'Anne-Sophie va me reprendre, je vais vous donner mon pronostic. Donc, moi, je vois 1-0 à la toute dernière minute, un but de je m'en fous, je ne sais pas qui c'est. Et, Batman. Et au moins ouais. 15 kilos de Mike perdu. Maignan. Ouais, c'est ça. 1-0 Allison l'a fait la 15e semaine dernière. de Maignan. Tout à fait. Je m'en fiche, mais une victoire, quoi que ce soit à la forme, c'est essentiel. Qui n'a pas donné ses pronostics encore? Georges? Ouais. Arnaud? Ah, vas-y, Georges. Vas-y, Georges, vas-y. Ben moi, j'étais justement sur le 1-0 à la 95e but de Maignan et l'annonce officielle que Préparation H devient le sponsor officiel du PSG pour la saison prochaine. Donc voilà. Alors, ce ne serait pas le scénario le plus vivable, mais au moins, ce serait quelque chose de sympathique. Et je pense que l'énergie qu'on lâcherait derrière, c'était juste énorme. Donc voilà, c'est mon prono. Moi, si je peux me permettre, avec un 1-0 à la 95e minute, but de Maignan, Préparation H sera peut-être le sponsor du PSG, mais Imodium sera un sponsor sur ce jour-là devant ma télévision. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Quel est ton pronostic? Est-ce qu'il y a des pronostics sur les réseaux sociaux? Alors, il y a Stéphane de Malaga qui dit 0-3, Section de Lincel qui dit 1-2, Burak et André, et Capnoul qui dit 0-1 à la 95e, comme vous le dites aussi. Patrice qui dit 5-4 pour le LOSC. 9 buts, voilà. ça serait beau. Hein. Losquet qui dit 1-0 pour Lille avec but de Balaric du genou à la 93e. Déricotte 0-1. Et moi je dis, comme disait Georges Hellens, si on marque un but de plus, c'est bon. Ouais. C'est ce qu'il disait. Tous ces pronos nous vont parfaitement. Voilà, on a terminé cette deuxième partie. Alors, je vous propose de terminer l'émission avec les questions des internautes à Anne-Sophie, les questions des piliers du bistrot si vous en avez. Je vais commencer à ouvrir le bal avec un petit jeu. Le petit jeu, les questions papa ou maman. En fait, tu dois choisir absolument, comme tu choisis papa ou maman, quel est ton joueur préféré au LOSC que tu as côtoyé durant tes quelques années de speakerine. Je dois en ressortir qu'un? Ouais, allez, je t'en laisse 2 ou 3 si jamais tu as du mal à choisir. Je vais pas vous dire hasard, tout le monde dirait hasard. Moi, enfin voilà, on a parlé de Mathieu tout à l'heure, donc voilà, moi un joueur qui me tient vraiment à cœur et que j'aime par-dessus tout, c'est Steph Dumont, pour ses valeurs, pour son comportement, pour tout, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas donné gagnant au départ. C'était pas quelqu'un qui, quand il était au centre de formation chez les U17, U19, on voyait forcément un jour arriver en équipe première. Et c'est un mec qui, à force de bosser, de par son intelligence, parce qu'il était en terminale S à l'époque avec 2 ans d'avance, a réussi, a fait son petit trou, a percé et est devenu non seulement un titulaire à part entière, mais a porté le brassard avec Rio. Hein, il a été le capitaine du club. Et aujourd'hui, Stéphane, on le sait, il est le coach adjoint de David Guillon. Ils ont été remerciés au Stade de Reims et je souhaite à Steph de trouver un club qui l'accueillera lui tout seul parce qu'il le mérite amplement. Je lui souhaite de faire un peu son expérience et dans quelques années de revenir comme coach numéro 1 à Lille. On l'attend tous, on attendra le temps qu'il faut, mais on l'attend tous effectivement comme coach à Lille. J'ai le même type de question, donc papa ou maman, avec les entraîneurs. Lequel t'a plus marqué dans les entraîneurs que tu as côtoyés? Alors, le sujet ici entre les piliers fait vraiment, il y a une tendance, mais c'est vraiment un sujet où on n'arrive pas à trouver de réponse commune. Hein, donc il y a du choix. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Claude Puel, parce qu'il a été le premier à remettre la formation sur le devant.
non, les gens le savent pas forcément. On parlait de Vaïd qui était un gros travailleur, mais Puel c'était 2 fois plus. Voilà, c'était pour être travailleur, c'était travailleur. Et Dieu sait que pourtant Vaïd c'était un bosseur, donc je vous explique pas. Mais moi c'est vraiment mon coup de cœur et parce que c'est un mec extraordinaire et voilà, c'est Rudy. Déjà parce qu'il nous a ramené le doublé, donc d'une, et puis de part pour la générosité de ce mec, quoi. Donc voilà, c'est Rudy. Et puis parce que je l'aimais bien quand il était joueur chez nous. Alors, est-ce que ça ne serait pas pour sa citation te concernant où il a déclaré Anne-Sophie Roquette, c'est la plus belle voix du monde? Ah non, je ne savais même pas qu'il avait dit ça. Il a dit ça? J'ai trouvé ça sur le net ce matin. Ah bon? Eh ben, Rudy, si tu nous écoutes, merci, je ne savais pas. Non, c'est parce que c'est vraiment... Enfin voilà, moi j'ai eu la chance de le voir un peu en dehors du terrain parce que j'habitais Canfin. De temps en temps, le samedi matin, j'allais au marché de Sizouin et je tombais sur lui. Je l'ai côtoyé, je l'ai vu dans des sections de supporters, etc. Et ce mec, avec sa simplicité, sa générosité, sa proximité, quand il y avait une section de supporters qui voulait l'avoir, même si à l'époque, on n'avait pas toujours un accord du club, lui, il venait, il prenait sur sa personne et il venait. Et donc voilà. Et puis c'est un mec bien, c'est un mec que j'aime. Point. J'ai envoyé SMS, il va me répondre. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain. Mais voilà, c'est une belle personne et je lui souhaite de rebondir après Lyon. Parce que peut-être que Marseille et Lyon, c'était pas des clubs faits pour lui. Mais voilà, je lui souhaite de retrouver un club où il pourra s'épanouir. Julien, tu avais une question à poser à Anne-Sophie. Non, j'ai pas forcément une question. Ici au bistrot, vous le savez, j'ai travaillé au LOSC très peu de temps, mais j'ai eu la chance d'écrire quelques papiers en 99-2000, l'année du titre. Et moi, le souvenir que j'ai d'Anne-Sophie, c'est le souvenir de, vous savez, ces personnes. On dit parfois, j'ai rencontré des personnes vraiment généreuses, vraiment gentilles, la gentillesse incarnée. Et moi, c'est vraiment le souvenir que je garde d'Anne-Sophie. Je l'ai toujours vu avoir un mot gentil pour tout le monde. Moi, j'avais un pass tout stade quand vous travaillez comme ça, presse. Pour le club, en tout cas, vous avez un pass, vous pouvez aller partout, mais je n'avais pas de place réservée à Grimont-Pré-Joris. Donc souvent, j'allais tout en haut, à côté des journalistes, et Anne-Sophie, elle venait juste à côté de moi, et je peux dire ce secret maintenant, je peux lui avouer, à chaque fois qu'elle venait à côté de moi, j'étais hyper ému, j'étais hyper touché, parce que quand elle a commencé en 89, j'avais que 12 ans, et donc finalement, le speaker d'avant, je m'en souviens un tout petit peu, mais moi, j'ai connu qu'Anne-Sophie, quoi. Et c'est vrai que à 21 ans, quand j'ai commencé à écrire un peu dans ce journal du LOSC qui s'appelait Jour de match qu'on distribuait aux supporters, et que je me suis retrouvé la première fois assis à côté d'Anne-Sophie Roquette, mais je peux vous dire que ça m'a fait autant de choses que lors de ma première interview de Vaïd Halilhodžić, quoi. Ça m'a créé autant d'émotions. Et vraiment, voilà, moi, Anne-Sophie, le souvenir que je garde de toi, c'est ça, c'est cette gentillesse, le fait que tu étais toujours là pour les autres, à veiller sur les autres. J'ai le souvenir d'une maman, quoi. Et quand je parle des autres, je parle des journalistes, par exemple, qui étaient là, toujours, comment tu vas, et ta femme, et enfin, incroyable, voilà. Donc, j'ai pas changé, hein. Je suis toujours pareil, on m'appelle toujours maman. La gentillesse, moi, j'ai que ce mot-là à la bouche quand je parle d'Anne-Sophie, et je peux vous le dire, ce fameux match contre Angers, quand tu es parti, quand tout le stade a chanté ton nom, et évidemment, je l'ai fait. Et évidemment aussi, j'avais les yeux très humides. Voilà. Eh ben, bon, je vais éteindre ma caméra. Voilà. Ne faites pas pleurer, ne faites pas braire Anne-Sophie, s'il vous plaît. Il reste encore quelques minutes d'émission. Julien, tu m'as fait monter les larmes aux yeux. Mais bon, voilà, c'était joli. C'était très joli. Et ça vient du cœur, c'est vrai. Merci, Julien. Parmi les piliers, quelqu'un d'autre a un message, une question pour Anne-Sophie qui veut prendre la parole? Moi, j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Ravi de savoir. La première, c'est ça, justement, Julien parlait de l'ancien speaker. Moi, j'en ai souvenir puisque ça fait 40 ans que je vais au stade. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était très pro, très bien ce qu'il faisait, mais ça avait un côté très Garville Flandre. Je veux dire, on avait une voix qui faisait les annonces. Mais il fallait pas, c'est la chaîne du stade qui était pour. Non, mais c'était. Et en même temps, ça restait qu'une voix. C'est ça qui est important. Et c'est vrai qu'il y a eu la Révolution Roquette, d'abord présence sur le terrain, la participation à l'ambiance. Donc c'était un concept qui a été un bouleversement total avec ce qui existait
jusque dans les années 80. Donc la première question, c'est de savoir l'idée d'amener comme ça quelqu'un qui va vivre le match de façon différente. L'idée est venue de qui? Et l'autre question, c'est de savoir si les frères Planck avaient signé à Lens, est-ce que tu les aurais reniés? Alors, je vais d'abord répondre à cette dernière question. Non, je les aurais pas reniés, c'est des potes, voilà. Je n'aurais pas été voir leur match. C'est la seule différence. Voilà. Et après, l'idée d'arriver sur le terrain, ça a été la condition sine qua non que j'ai mis tout de suite lorsqu'on m'a recruté. En fait, j'ai fait un casting dans le stade vide avec un garçon. Et c'est la sono de Grémont-Près-Joris à l'époque. Alors, les plus anciens la connaissent. Les plus jeunes qui nous regardent ou qui regarderont l'émission plus tard la connaissent pas. Mais c'est les sonos, c'est Boyer, Bouiller, c'est un nom comme ça. Tu sais, c'est les trucs qu'on met dans les rues. En fait, quand on fait une rue commerçante et qu'on met des petites enceintes. Et pour parler, tu as un micro vraiment style comme à la SNCF. Tu as ton petit micro là. Et tu as une petite touche et tu appuies dessus. Ça fait bling bling, ça fait un bruit. Voilà. C'est la Corogne qui avait la même sono quand j'avais été faire le match à la Corogne. Ils avaient ça aussi comme sono. Enfin bref. Et lorsque j'ai été choisie, j'ai dit OK, d'accord, mais moi, je reste pas mon cul assise dans la tribune. Je dis, moi, je vais sur le terrain. Je veux aller au-devant des supporters. Je veux qu'ils me connaissent pour qu'on puisse ensemble partager, pour qu'on puisse ensemble vivre des choses. Donc, ça n'a pas été évident parce qu'il fallait changer les systèmes de sonorisation, etc. Mais j'y suis arrivée jusqu'au jour où il y a même la sono du stade Grémont-Près-Joris qui, pendant le match, s'est un peu échauffée. On est venu me chercher d'urgence un serveur du restaurant qui était sous la tribune officielle pour me dire Anne-Sophie, ça sent le brûlé. Bah oui, tous les amplis avaient été mis à fond, je ne sais pas par qui. Et donc, tout a grillé. Et donc, là, on a fini les dernières années avec une location de sono, une vraie sono, autour du stade. Et voilà. Et donc, en fait, voilà, tout est venu de moi. C'était ma condition sine qua non pour venir au LOSC. Il fallait que je sois sur le terrain et que j'aille proche des supporters. Très bonne initiative. Mais j'avais l'habitude, j'animais à l'époque, je travaillais pour la radio de la Voix du Nord, où j'animais les soirées foot le soir avec ma copine Isabelle Dupont, et on avait nos journalistes Bernard Lernoux, Pierre-Yves Grenu, qui étaient sur le terrain, et nous deux, on était en studio, et donc j'avais l'habitude du foot, et j'avais l'habitude de l'animation, puisque j'animais le Carpodium de la Voix du Nord à l'époque. J'animais les plateaux de la braderie, j'animais l'enduro, etc. Donc je sais très bien, quand tu veux animer, faut que les gens te voient. Une voix qui parle et qui te dit que ton train va partir dans un quart d'heure, je vais dire, enfin voilà, sauf la voix de la SNCF parce qu'elle est jolie, mais sinon, bon, voilà. Baptiste, toi qui es jeune, qui n'a pas connu qui n'a pas connu quand même, que représente Anne-Sophie Roquette pour toi, qui découvre le monde du football? D'ailleurs, c'est pour moi, je pense que c'était comme Julien. J'ai vécu avec Anne-Sophie. Bon, une période un peu plus courte, je pense, c'est de jouer à une vingtaine d'années. T'as fait de la muscu récemment, Baptiste? T'as pris confiance, je trouve. Ouais, c'est parce qu'on l'a un peu perdu quand on a parlé de Bernard Lernoux et tout. Il a lâché complètement. C'est ça. À Garved, ouais. Non, mais franchement, moi je me rappelle, bon, j'ai pas beaucoup pu aller au stade pendant mon enfance, mais c'est vrai que je me rappelle des exultations, pardon, j'arrive à le dire, des buts sur sa voix, donc ça fait toujours plaisir de la voir et de la réentendre ici ou encore. Je me rappelle la première fois que tu es venu au stade, tu avais quel âge, Baptiste? Alors c'était en 2012, j'avais 11 ans. 11 ans, je crois. C'était un Lille-Valenciennes, il me semble, victoire 1-0. Et c'est surtout dans ce DVD, surtout où on entend encore les voix d'Anne-Sophie et ça fait vraiment plaisir de les réentendre. Baptiste aussi a travaillé, tu vois, Anne-Sophie, il a préparé l'émission. Les Christophe, vous avez des questions, des remarques à faire à Anne-Sophie? Christophe C. Oui, alors moi j'ai plusieurs petites choses, je vais essayer de faire vite. Je voudrais déjà remercier Anne-Sophie parce que j'ai pleuré 2 fois dans ma vie dans un stade, c'est sur le but Aubragnac et en famille où ils m'ont pris vraiment et finalement on a tous pleuré forcément il y a 2 ans de ça, donc voilà, merci pour ça. Et puis j'avais une petite question, est-ce qu'il t'est arrivé de temps en temps de faire des déplacements? Parce que j'ai un vague souvenir où on avait discuté, je crois, un petit peu, alors très brièvement, mais d'un match à Monaco.
Oui. À l'hôtel des joueurs. On s'était retrouvés là-bas avec François, dit Vishnu. On devait plus être très très frais après le voyage en bus, mais bon, j'ai en mémoire. Et en plus, j'ai ressorti la feuille de match. C'est notre anniversaire, Anne-Sophie, de rencontre devant l'hôtel des joueurs demain. C'est le 19 mai 2001. Donc c'est demain. C'est beau, c'est nos 20 ans. On remet dans le contexte. Le 19 mai 2001, c'est le match à Monaco, dernier match du championnat. L'année d'après, où on accroche le préliminaire de la Ligue des Champions. Ah ouais. Exactement. C'est la date de naissance du LOSC actuel. Et on était, donc pour l'anecdote, on avait fait un déplacement avec les Rigel Spirit, si je ne me trompe pas. On avait traversé la France en bus et on est arrivé à Monaco et on a vu le match, ce qui était un sacré exploit vu l'état dans lequel on est arrivé à Monaco. Je me souviens bien. Mais sinon, oui, des déplacements. J'ai essayé d'en faire au minimum 3-4 par an. Mais tu vois, avec le recul, avec mon âge, n'ayant plus l'âge de Baptiste, ni celui de Julien, je suis un peu plus âgé, on s'arrange pour faire des week-ends touristiques, je dirais, tu vois. Donc, avec les droits télé, on ne savait pas toujours si on jouait le vendredi, le samedi, le dimanche soir, enfin voilà. Donc, on prenait un avion à Léquin le vendredi qui nous faisait atterrir au plus tard à 16-17 heures sur le lieu de la destination où on voulait aller, où on prenait une bagnole de loc. On trouvait un hôtel sympa et en attendant le match qui se joue soit le soir même, soit les surlendemains, visite, découverte, tourisme. Donc voilà, j'ai fait quelques déplacements comme ça, un peu plus s'il est vrai vers le sud-est, mais aussi pas mal dans l'ouest. Voilà, parce que j'ai un beau-frère qui vit à Nantes, une belle-sœur bretonne, rennaise. Donc voilà, et non, on essaye de faire. J'aime bien ça. Tu allies tourisme, gastronomie et foot. C'est le bonheur. Je crois me souvenir que ce déplacement à Monaco était... Enfin, le LOSC avait organisé un déplacement de l'ensemble du personnel, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. Moi, je n'étais pas venue en bus, j'étais venue en avion. J'avais de la chance. Voilà. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai bu du champagne dans un avion en rentrant à Lille et que j'étais bourrée avec une coupe. Voilà. Et le steward, il a dit c'est à cause de l'altitude. Je ne savais pas. Je ne sais toujours pas si c'est vrai. Mais... En tout cas, moi, je voudrais féliciter François parce que François qui bosse dans la banque et qui nous ferait croire qu'il va à Monaco pour le football, c'est top. Je voulais juste revenir sur une dernière anecdote de ce match contre Monaco. On était tous tellement pas frais qu'on a tous cru voir Patrick Collot en slip sur la pelouse du stade Louis II. En tout cas, c'était une grande soirée. Christophe D, est-ce que tu as une question pour Anne-Sophie ? Alors, toi et moi, c'est quand notre anniversaire ? Non, mais j'ai pas de question particulière. Moi, je me rappelle des débuts d'Anne-Sophie au stade à Guimont-Pré. Et je trouvais que c'était une superbe idée, d'ailleurs, qui a été imitée, mais bien des années après, par Valenciennes et par d'autres clubs. Mais c'était vraiment une superbe idée, parce qu'en plus, Guimont-Pré-Joris, il y avait quand même des moments où c'était un peu, c'était un peu viril comme ambiance. Ouais, c'est vrai. Et avoir une voix féminine et quelqu'un qui ramène aux valeurs du sport, c'était pas mal. Aux valeurs de la douceur, plutôt. Oui, de la douceur, mais aussi du sport. Enfin, je veux dire, le sport, de ce que ça peut engendrer d'amitié, de la beauté de la compétition, quoi. Pas la guerre. Et puis après, on a échangé avec François plusieurs fois quand on était au stadium, à la sortie des matchs, où on pouvait se parler quelques minutes. Ah, c'était le bon temps, ça, quand on pouvait se voir à la fin des matchs. Il y avait même les joueurs qui venaient de temps en temps. Enfin, c'était vraiment sympathique et c'était vraiment des bons moments. Et voilà, j'étais vraiment content de partager ces moments. Et vraiment, c'était vraiment merci bien. Christophe D. Moi, j'adorais ta voix éteinte quand il y avait un but de l'équipe adverse. C'était de la magie. Quand tu as annoncé dire que j'ai du parti pris. C'était extraordinaire. Le contraste entre les deux, c'était juste génial. Tu avais un côté veillée funèbre et l'autre côté, c'était la joie. On avait gagné au loto, on avait gagné le gros lot. C'est exactement ça. Et à Guimont-Pré, des buts d'adversaires, il y en a eu pas mal. C'est vrai. Non, mais ceux qui ont découvert le LOSC il y a 2-3 ans, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne savent pas ce que nous, on a vécu. Baptiste, un jour, Lens nous a battus.
C'est vrai. C'est arrivé, Baptiste. La télé était en noir et blanc, je suis sûr. Avant de passer la parole à Arnaud et aux internautes pour terminer l'émission, je voulais terminer ma série de questions papa ou maman. Vas-y. Anne-Sophie, quel est le président que tu retiendrais parmi tous ceux que tu as connus? Michel Sédou. Pour sa longévité? Pour sa proximité? Alors non, parce qu'il a vraiment été l'artisan du LOSC d'aujourd'hui. Le centre d'entraînement, voilà, le stade Pierre-Mauroy. Voilà. Et puis, alors avant lui, évidemment, il y a d'autres présidents qui ont compté pour moi, hein, comme Bernard Lecomte. Même si d'aucuns diront, mais elle n'est pas bien, Francis Graille et Luc Dayan, parce que j'ai partagé de super bons moments avec cette équipe de direction. Mais Michel Sédou, c'est complètement. Enfin voilà, c'est le mec qui s'est investi pendant des années, qui pendant des années a mis à chaque fin de saison, au passage de la DNCG, l'argent de sa poche en disant voilà, je vais combler le déficit etc. Et après, bah forcément, hein, il disait à son staff bon les gars, faut vendre des joueurs hein, parce que j'ai dû mettre quelques millions d'euros pour combler le déficit du club. Voilà, mais le LOSC est là aujourd'hui et dans cette enceinte sportive qui est derrière Arnaud et qu'on n'a pas vu depuis longtemps en vrai. Et ce centre de formation, enfin c'est voilà le domaine de Luchin, c'est je veux dire mis à part Clairefontaine, il n'y a pas mieux dans la planète football en France et peut-être même en Europe, quoi. Donc c'est voilà, on a un outil extraordinaire. Et puis Papa Sédou nous a amené tellement de choses, déjà le doublé, hein. Donc voilà, pour prendre sa place, maintenant il faudra que le prochain président apporte un doublé, c'est ça ou rien. Voilà. Bon, bah le message est passé. Olivier Létang, c'est à quoi s'en tenir. Alors, dernière question, papa ou maman. On a dû te poser la question 1000 fois, mais je vais te la poser quand même parce que les réseaux sociaux exploseraient si je ne la posais pas. Et parce que c'est un sujet sur lequel on a, nous, au Bistrot des LOSC, un certain consensus. Quel est ton meilleur souvenir sportif avec le LOSC? Alors, je peux te donner des pistes, mais nous, on hésite entre le titre et Parme. C'est les deux. Moi, c'est Parme. C'est Parme. Oui, alors, quel match de Parme? À Parme ou à Lille? À Lille. Ouais. La défaite. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Et oui, Anso et Mazo, elle aime les défaites. Non, mais en tout cas, tu rejoins l'analyse de quasiment la moitié des piliers du bistrot. C'est vrai que cette défaite admirable de Parme, équivalente à la bataille de Fort Alamo avec Davy Crockett qui meurt avec les baïonnettes dans le ventre, c'était exceptionnel et c'était vraiment l'événement fondateur. On parlait tout à l'heure de Monaco, mais l'île-Parme, c'est tout, quoi. C'est Fernando D'Amico qui parle au micro. On parlait des larmes, c'est les larmes de tout le monde à la fin, tout le monde qui se regardait, qui ne comprenait pas. C'est vraiment l'événement. Et vous, dans le stade, enfin, je veux dire, on était limité à 14 000 quelque chose supporters et j'avais l'impression qu'il y avait 40 000 ou 50 000 personnes. Et le silence quand c'était Parme qui avait une occasion où voilà, on sentait le stress descendre de toutes les tribunes. Moi, j'ai une photo de moi, j'ai une tronche, mais on dirait qu'on vient de m'annoncer que c'est la fin du monde, quoi, sur cette photo. Et tellement il y avait d'enjeux, tellement il y avait de pression. Donc voilà, le titre, le doublé, il est là. Il est là, il est dans nos cœurs. Nous tous, on a eu la chance de le vivre. On a certains de nos potes supporters qui sont partis trop tôt, qui ne l'ont pas connu. Moi, je pense à ma maman qui aimait ce club et qui n'a pas vécu ce doublé. Elle aurait adoré pouvoir voir son LOSC remporter la coupe et le championnat. Ça faisait des années que ça n'avait pas été fait. Et il faudra peut-être encore pas mal d'années avant que ce ne soit à nouveau fait. Mais plus que le doublé qui, voilà, le coup franc de Ludo, on abrège. Enfin, voilà, moi, je vois encore le Stade de France qui se lève. Et moi, je suis assise avec Anne-Sophie Leliette qui travaillait au centre de formation. Et on se regarde toutes les deux et là, on a les chutes du Niagara, de joie, de bonheur, de machin, et ce cri. Et enfin, voilà. Mais pour moi, Lille-Parme, c'est encore plus fort en émotion. Arnaud, je te laisse conclure. Tu as une question pour Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a des questions sur... Pas me donner la parole, hein, ça dure 3 heures. Oui, on peut déborder. C'est l'avantage du bistrot par rapport à la télé. On n'est pas tenu par les horaires au sens strict. Ah ouais, moi, la script aurait déjà dit c'est fini, c'est fini. Comme dirait Bourak, la script, c'est moi. Donc... Non, des questions, j'en ai plein. Donc, il faudra que je trie un peu, parce que c'est vrai que c'est énorme. Alors, moi aussi, mon premier match à Grillon-Préjory, c'était il y a très longtemps.
j'avais 7 ans, donc 40 ans. Et c'était un Lille-Toulouse, je crois qu'Eric Prisset avait marqué un but. J'ai encore le billet. Ah oui, Eric. Donc ça, c'est encore plus vieux. Bah, c'est donc, toute ma bande de potes, tout ça. Ah, ouais. Eric Prisset, ouais. Sinon, alors, au niveau question, j'ai Eleor qui dit « J'aimerais savoir comment Anne-Sophie aurait vécu cette année sans public si elle avait encore été au micro. » C'est vrai que nous, on a eu la réaction de François, là, justement, la semaine dernière encore. Et là, j'aurais bien voulu savoir comment ça aurait été. Honnêtement, pour moi, je l'aurais très mal vécu et je ne sais pas si je l'aurais vécu cette année sans le public. Parce que moi, ce qui m'a fait tenir toutes ces années, c'est, alors j'aime pas le mot public quand on parle de foot, ce sont les supporters du LOSC. Donc une saison sans supporters, je pense pas être capable de l'assumer et de le faire. Sincèrement, voilà, gueuler sur un but quand il y a personne dans le stade, on peut pas le partager avec qui que ce soit, mis à part les salariés ou les gens, le jardinier du stade. Voilà, non, je pense pas, j'aurais pas aimé vivre ça. J'aurais pas aimé vivre ça du tout. Sinon, il y a Stéphane Malaquin qui dit un livre avec Patrick Robert. Bah non, avec Stéphane peut-être. Non. Peut-être aussi. Hein. Non, mais ça se peut, on sait jamais. Hein, c'est marrant, c'est la deuxième fois cette semaine qu'on me dit un truc comme ça. Enfin, dimanche dernier et puis là ce soir, voilà. Bah oui, donc cette semaine. Bah oui, dimanche c'était il y a 2 jours. Et après, en tout cas, tu seras bienvenu pour venir le présenter. Ah, je viendrai. Après, c'est un petit truc personnel. Quand même, je remercie avant que tu sois parti, enfin que tu aies quitté le LOSC. Tu as quand même annoncé le décès de mon papa quelques jours avant ton départ. Donc ça m'a touché beaucoup. Je l'ai encore en enregistrement. Ça, je peux dire merci en tout cas. Bah, je sens de l'émotion dans ta voix. Voilà, mais tu vois, ça fait partie des choses que j'avais instaurées. Quand je suis arrivée, tu vois, tu me disais tout à l'heure, tu étais dans le rond central, enfin, pourquoi tu venais, qui a voulu que tu ailles sur la pelouse? Et à l'époque, à Grémont-Pré, on avait très peu d'abonnés par rapport à maintenant. Et donc, en fait, il y avait des logiciels billetterie abonnés où on avait nom, prénom, date de naissance de chacun de nos abonnés. Donc, j'ai commencé à dire, on n'a déjà pas beaucoup d'abonnés. Si en plus, lorsqu'ils viennent au stade, ils sont dans l'indifférence totale. Si moi, je peux leur souhaiter leur anniversaire. Donc, en fait, à l'époque, Christophe Baron à la billetterie me sortait, par exemple, match aujourd'hui 18 mai, tous ceux qui étaient nés entre le 10 mai et le 23 mai. Voilà. Et les soirs de match annonçaient les anniversaires. Après, c'est rentré dans les mœurs. On écrivait au club, on envoyait un mail, machin, comment souhaiter un anniversaire. Et puis après, je suis tombée sur des supporters. J'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, c'était une supportrice du LOSC. J'aimerais bien, voilà. Je disais envoie, ou je donnais mon mail perso. Je me rappelle à l'époque, mon adresse mail, c'était asroquette@voila.fr. Voilà n'existe plus. Donc, je donnais mon adresse mail. Je disais, tu m'envoies le petit message et je le ferai, je le passerai. Qu'est-ce que ça me coûte? Rien de dire ça. Ça te fait plaisir, tu vois, ça te touche. Et surtout, la personne qui s'en est allée et de qui on parle était un supporter du LOSC. Donc, la communauté lilloise sait qu'elle a perdu un des siens. Moi, j'ai eu des moments très forts avec les départs de supporters, notamment les gamins au Stade de France, mais pas que. Voilà, on a vécu des choses parfois dramatiques avec certains de nos supporters. Donc, voilà, et je suis contente, ils l'ont gardé ça encore aujourd'hui. Ils le font encore, les anniversaires ou les choses comme ça, ou plus du tout? Non. Tout à fait, ils le font encore. Entre l'hymne du LOSC et la tradition des anniversaires et des machins, je suis toujours dans le stade, hein, je voudrais rien dire, mais j'y suis encore. Hein. Ouais, alors ça, c'est la version bisounours. Anne-Sophie, elle oublie de nous dire qu'à Grémont-Pré, elle a quand même annoncé énormément de voitures mal garées qui ont empêché la sortie des pompiers. Ah oui. C'est vrai, dont une fois celle de Jean-Claude Nadon, qui était sur le terrain. Bougez pas les mecs, trop bien. Ah mais non, mais Jean-Claude m'a dit à la fin du match, parce qu'à la mi-temps, il a donné ses clés à Jean-Noël Duzé
pour que Neuneu aille bouger sa voiture. Mais il m'a dit à la fin du match, parce que j'ai animé les salons après match, je les ai toujours animés, et il m'a dit après match, mais je flippais dans mon but grave, je me disais, ils vont enlever ma caisse à la voilà. Ou le propriétaire du véhicule immatriculé au Tantantana a oublié d'éteindre ses phares, a oublié de fermer ses fenêtres alors qu'il pleuvait à verse. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en as annoncé? Et pour finir, il y a aussi un petit mot de Jim Rissell, tu as dû connaître, c'est le capot des Rissell, voilà. Donc, qui dit un petit mot à Anne-Sophie, qu'est-ce que c'était compliqué de lancer les hauts armes à Gréo-Préjuris, et malgré toute sa bonne volonté, c'est vrai que je me rappelle à l'époque, c'était les honneurs, les présidentielles, les premières, les secondes. Ça, c'était quelquefois mémorable, hein. Donc, quelquefois, il y avait qu'une tribune qui répondait, les autres, rien du tout. Et ça fait reparti pour un tour. C'était énorme. Ah, mais moi, je lâchais pas. Tu sais, oui, c'était ça. Je suis une roquette, hein, donc je lâche rien. Voilà. J'ai dit, fallait, en plus, les années Grémont-Préjuris, comme dit Jim, c'était pas les meilleurs, hein, sportivement. Donc, mais moi, je me mettais à la place du joueur, hein. Quand on avait des situations critiques en championnat, tu te dis, tu leur mets une olive entre les fesses, ils te font 5 litres d'huile avant même de rentrer sur le terrain. Si en plus, ils sentent que le public n'est pas avec eux, mais alors là, c'est foutu, quoi. Enfin, tu te dis comment les motiver, et donc voilà. Et puis, c'était instaurer ce jeu des tribunes. Voilà, oui, bien sûr que je voulais faire. Mais après, c'est devenu donnez-moi un L, donnez-moi un O, donnez-moi un S, donnez-moi un C. J'allais de tribune en tribune, et voilà, et c'est comme ça. Mais j'avoue que c'était pas évident. C'est vrai que c'était pas évident. Et Fernando le dit, il faut pas lâcher. Voilà. Et c'est vrai que passer de 2-3 000 personnes dans les stades, je me rappelle à Lille-Toulon à l'époque, il y avait encore Delionis à Toulon qui avait marqué un but d'ailleurs. Et on était 3 000 dans le stade, et passer à 50 000 au grand stade, ça fait quand même un choc, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Milieu des années 80, d'ailleurs, il y avait une vanne qui était récurrente, qui devait être lançoise, qui disait dans tous les clubs, les supporters connaissent les joueurs par leur prénom, et à Lille, tous les joueurs connaissent les supporters par leur prénom, quoi. C'est vrai que c'était Moi, je me souviens pareil que dans l'île Matra, on était 2500. C'était dans une ambiance de grand-messe, quoi. C'était terrible, ça aussi. Ouais. Mais on a tout connu, voilà, des bons et des mauvais moments. Aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle dimension, une nouvelle ère du foot. C'est plus pareil. Voilà, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se voir à la sortie du stade. On peut plus se croiser, on peut plus parler, on tombe plus sur les joueurs qui sortent. Voilà, c'est complètement différent. C'était hier, c'était bien. Aujourd'hui, c'est bien aussi. Et demain, ça sera bien aussi. Voilà, on a perdu en convivialité, on a gagné en efficacité, on peut pas tout avoir. Voilà. Il est 21h51, on a un peu débordé, mais on n'a pas vu le temps passer. Non. Donc, je vous propose de prendre congé. Je voulais te remercier, Anne-Sophie, pour ta disponibilité. J'allais faire ma valise, je pars à 7h demain matin. Faut que je fasse ma valise, je ne l'ai pas faite. Bon, écoute, bon courage pour ta valise. Je voulais remercier donc les piliers du bistrot, donc Julien qui est toujours avec nous dans sa voiture. Toujours. Les deux Christophe C et Christophe D. Merci les Christophe. Merci Georges. Merci Baptiste. Merci Arnaud. Merci à tous les internautes. Merci au LOSC qu'on va encore supporter cette semaine. On espère, pour reprendre une formule que vient d'utiliser Anne-Sophie, qu'ils n'iront pas à Angers avec une olive entre les fesses. On ne produit pas d'olives dans le Nord-Pas-de-Calais, donc ça va. C'est pas faux. Donc, une semaine qui est capitale pour le club, qui est décisive. Donc, bien sûr, on vous retrouve la semaine prochaine pour le débrief de cette finale du championnat de France. On aura un invité, qui n'est pas surprise, mais là, cette semaine, on avait la voix du LOSC. On aura un autre invité la semaine prochaine en exclusivité, qui est également la voix du LOSC. On aura Michael Fort qui termine la saison avec nous. C'est fort. Donc, voilà, je l'ai dit. Donc, priorité à ceux qui nous écoutent. Donc, vous savez que le replay sera disponible dans quelques instants sur le Facebook d'Aller le LOSC, sur le Twitch, et d'ici demain sur la chaîne YouTube d'Aller le LOSC. Vous aurez dans quelques jours un résumé pour ceux qui n'auront pas la patience de passer 1h24 supplémentaire avec nous. Donc, vous aurez la version courte en 15 minutes. N'hésitez pas à liker, à diffuser, partager ces émissions. On vous attend la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. À très bientôt. Bonne semaine et surtout, allez le LOSC. Bonne soirée. Bonne semaine, allez le LOSC. Bisous à tous.